moi j'ai une formation ingénieur mécanicien, rien me prédestiné à entreprendre. J'ai commencé ma carrière aux États-Unis, j'ai fait 18 premiers mois aux États-Unis et là-bas tu as cette dynamique que tu sais bien. Et je pense que ça a semé une petite graine au fond de moi, ça a commencé à me marquer. L'entrepreneuriat est une aventure absolument magique, mais vraiment magique, que je n'étais pas fait pour ça, que je n'étais pas capable de le faire. Je pense que c'est impossible à personne, mais c'est pas non plus donné à tout le monde. Ce qui peut peut-être faire la différence entre un entrepreneur et un autre, c'est de ne pas lâcher au premier petit obstacle. Bienvenue à tous dans le premier épisode du podcast M&A for Good. Cool. Donc un podcast dédié aux entrepreneurs qui, avec style et authenticité, vont partager leur parcours entrepreneurial, leur cycle de vie capitalistique, avant une période de transmission, et tout ça pour une finance durable au service du bien commun. Donc j'ai la joie aujourd'hui d'accueillir dans ce premier épisode Mathieu Échalier. Merci beaucoup de ton accueil. Merci. De travailler. Ouais. Merci Mathieu d'être là. Ouais. Donc pour commencer, est-ce que tu serais d'accord pour raconter ton parcours, sachant que tu as monté une entreprise qui s'appelle GAC Technologies, qui est dédiée à la gestion de flotte automobile et d'un certain nombre d'actifs, d'assets de l'entreprise. C'est aujourd'hui le leader français de la gestion de flotte, créé il y a 15 ans. Donc est-ce que tu pourrais nous dire comment tu en es venu à créer cette entreprise et à devenir entrepreneur ? Écoute, pour faire bref et simple, moi j'ai une formation ingénieur mécanicien, rien me prédestiné à entreprendre. Mais j'ai commencé ma carrière aux États-Unis, j'ai fait 18 premiers mois aux États-Unis et là-bas tu as cette dynamique que tu sais bien, très dans la prise d'initiative, dans la prise de risque et je pense que ça a semé une petite graine au fond de moi, ça a commencé à me marquer. Ensuite je suis rentré en France, j'ai travaillé au centre de recherche du groupe aérospatial à l'époque, dans de l'informatique et donc pas grand-chose à voir avec l'entrepreneuriat. Puis en 2000, cette frénésie dont tu te souviens évidemment des créations d'entreprises, je m'associe avec mon frère pour une première aventure entrepreneuriale. Et là, j'ai trouvé ça super grisant. Bon, pas de bol, on a fait sur de l'internet en 2000, donc la société n'a pas cru comme on l'a voulu. Et donc le projet a été réduit en 2003. Mais c'était une belle réussite et une super aventure en plus avec son frère, tu vois, des choses assez particulières. J'ai repris un job de salarié pendant 3-4 ans, de nouveau dans le giron Airbus, de nouveau dans de l'informatique et puis j'étais pas à l'aise, il fallait absolument que je crée et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui avait des moyens, moi j'avais une idée et donc à deux on s'est rassemblés et donc me voilà parti dans une nouvelle aventure entrepreneuriale en 2007 et j'imaginais pas mais ça m'a accompagné pendant 15 ans. Ok. Et qu'est-ce qui a structuré ton parcours de croissance ? Tu dis donc tu as rencontré quelqu'un qui avait de l'argent et qui t'a permis de lancer la société. Qu'est-ce que tu as retiré de cette rencontre, au-delà de l'argent ? Et puis, comment tu as vécu petit à petit la croissance et le développement de GAC ? Alors, il faut savoir que ce n'était pas juste un financeur, c'était également un entrepreneur, quelqu'un qui avait déjà développé. Donc, si tu veux, j'avais comme un grand frère à mes côtés, quelqu'un qui a certainement fait en sorte de me mettre sur les bons rails. Donc, tu n'avais plus ton frère, mais tu avais trouvé un grand frère. Ouais, t'as raison. Qui m'a certainement mis sur les bons rails aussi, qui m'a probablement évité quelques erreurs, qui a certainement eu l'intelligence de voir notre complémentarité et qui m'a surtout apporté une sérénité. Okay. Quand tu as à côté de toi quelqu'un qui a 50 plus que toi, qui a déjà fait, qui a les fameux moyens dont on a besoin quand on se lance, moi ça m'a retiré plein de choses qui auraient pu me freiner. Tu vois, okay. J'ai senti une facilité et du coup j'ai pu me concentrer sur ce que je savais faire à l'époque, à savoir la programmation informatique et puis ensuite aller voir des premiers clients qui m'a beaucoup aimé, que j'ai beaucoup aimé et donc voilà, si tu veux, j'ai pu grâce à cette personne qui m'a protégé de plein de choses qui auraient pu me freiner, qui auraient pu me ralentir. J'ai pu me concentrer et puis rentrer petit à petit dans les différentes casquettes qu'on porte quand on entreprend. Ça, c'est venu plus tard. Et comment est-ce que vous aviez structuré vos accords capitalistiques à ce moment-là ? Ouais, c'était un lancement parfaitement équilibré, puis il y a eu un petit déséquilibre dans la répartition capitalistique. Et peut-être que, si tu veux, c'était un mal pour un bien, parce que moi, ça m'a appris ensuite. C'est-à-dire que tu n'étais plus majoritaire ? Oui, je suis passé minoritaire. Et par la suite, effectivement, on a fait des opérations d'OBO qui m'ont permis en fait, de reprendre un petit peu la main et puis même finalement de reprendre même la majorité. Okay. Avec un respect de mes autres actionnaires, puisqu'à l'époque, un deuxième était rentré. Un respect très profond pour celui qui portait opérationnellement le projet, qui ont fait en sorte de me redonner la majorité.
Ok. Ouais. Et alors, une des forces de GAC, moi, que j'ai beaucoup perçues dans les échanges qu'on a eus ensemble, c'est les hommes et les femmes que tu as recrutés, et puis toute l'attention que tu as mise à développer une culture d'entreprise très spécifique. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus là-dessus? En fait, pour moi, c'est la clé. C'est la clé de tout. Tu le sais, on a beaucoup échangé là-dessus, on a beaucoup partagé là-dessus. En fait, évidemment, ça serait mentir que de dire, dès la première heure de GAC, j'avais ça en tête d'une part, et puis j'avais ça au cœur de mon quotidien d'entrepreneur. Ça serait mentir parce qu'au début, évidemment, il faut que tu ailles chercher un premier client, il faut que tu sortes ton premier produit, il faut que tu te débrouilles et tu dépatouilles des discussions avec un banquier, etc. Et donc, du coup, évidemment, tu te concentres sur ce que je vais appeler des futilités, mais bien sûr qui ne sont pas des futilités, qui sont évidemment tout le business. Mais quand tu arrives à établir ensuite ce business, quand il arrive à relativement bien tourner, là, tu peux te concentrer sur ce que j'appelle l'essentiel, à savoir les hommes et les femmes. Et les fameuses, les valeurs humaines qui sont vraiment, pour moi, à la base de tout. Et quand, en plus, tu as de la chance comme moi, que ton projet aille toujours mieux, tu peux mettre toujours plus d'intensité sur ce truc essentiel. Et c'est là où tu arrives à faire une alchimie et tu arrives à avoir une boule de neige, un truc extraordinaire. Parce que quand tes équipes sont bien, quand tu donnes envie à des gens de te rejoindre, quand tu donnes envie à des partenaires de travailler avec toi, quand tu donnes envie à des clients de rester avec toi, tout se passe super bien. Donc donc c'est pour ça que je te dis que pour moi, c'est au cœur de tout. Et donc, tu as structuré ton corpus de valeurs, défini ta mission, ta raison d'être. Comment est-ce que tu t'y es pris pour Pas très faire simple ça? parce que, si tu veux, c'est pas... Il y a des gens qui sont assez doués pour ça, d'écrire, tu vois, une feuille de route de vision ou des choses comme ça. Moi, c'est pas ce qui me caractérise. J'ai toujours du mal face à la page blanche. Oui, toi, tu es très intuitif dans ton management. Très intuitif et très, comme on l'a évoqué il y a 2 minutes, porté sur l'humain et sur des valeurs d'honnêteté, de transparence et d'authenticité. Donc ce qui, je pense, m'a aussi beaucoup aidé et ce qui est le conseil que je donne à tous les entrepreneurs que je croise. Mais donc pour écrire effectivement cette vision, parce que beaucoup de gens ont besoin de la vision et ils attendent du chef d'entreprise qu'il leur donne la vision. Donc pour l'écrire, en fait, je me suis fait accompagner, aider de ce qu'aujourd'hui on appelle un coach, mais à l'époque ce mot n'existait pas, qui m'a tout simplement trituré, qui m'a tout simplement fait travailler sur moi-même, poser les questions qu'il fallait et qui m'a à la fin mis à l'aise, qui m'a aligné avec ce que j'aime tant, les valeurs humaines. Et c'est lui qui m'a, si tu veux, effectivement, au travers de ce travail, alors qu'on a orienté sur la définition des valeurs de GAC, qu'il a travaillé avec moi, puis avec mon équipe Codir naissante, puis avec tous les collaborateurs. On n'était à l'époque pas encore trop nombreux. Et puis ensuite, on a fait en mode losange, c'est-à-dire qu'il est revenu vers le Codir et puis il est revenu vers moi. Et donc, on a synthétisé, on a défini 3 valeurs, on a défini 10 engagements sur chacune de ces valeurs. Et c'était le point de départ. Voilà, donc simplicité, bienveillance, et puis... Tu me couperas. Simplicité, bienveillance. Merde, putain, je l'ai zappé. Bon, en tout cas, tu as créé ce corpus. Et alors, petit à petit, comment est-ce que tu as réussi finalement à continuer à le diffuser alors que ta société a grandi en termes de nombre? Parce qu'il y a un des risques souvent, c'est que la culture s'éparpille ou se diffuse, mais peut-être perdre de sa saveur. Je pense que j'ai eu la chance, si tu veux, de constituer autour de moi une équipe qui, on dit, qui se ressemble, s'assemble. Je ne suis pas un fan des adages, mais là, en l'occurrence, je suis obligé de le reconnaître. Alors, très important de ne pas prendre des clones de soi-même. On a travaillé ça ensemble. De ne pas prendre des clones de soi-même parce que, voilà, si tu reproduis à l'identique, tu ne vas pas chercher dans la diversité et tu sais quelle richesse apporte la diversité et quel enrichissement on trouve des autres qui ne sont pas exactement les mêmes que toi. Donc ce n'est pas un clonage de personnes comme moi, mais c'est identification chez chacun d'entre nous de ce moteur, de ce cœur. Et je n'aurais jamais réussi, aujourd'hui on est 135, j'aurais jamais réussi à maintenir ça si mes plus proches collaborateurs, les plus proches collaborateurs de mes proches collaborateurs n'étaient pas convaincus comme nous de ces valeurs et de ce qui forme les piliers de la boîte. Donc c'est en fait finalement ce que je constate, parce que j'en suis encore qu'au début, mais ce que je constate c'est que si des gens prennent ton relais et sont convaincus comme toi de ces valeurs, tu arrives à maintenir. Si, au passage, des gens n'étaient pas convaincus, on en a accueilli certains dans l'entreprise, ils ne sont pas restés très longtemps. Ils finissent par quitter ce navire. Si tu veux. Oui, ça sert à la fois d'aimant et de répulsif. Et de répulsif, absolument. Ouais. Ce n'est pas qu'on les a mis dehors ni quoi que ce soit, c'est eux-mêmes qui se sont auto-mis dehors. On a très bien navigué ensemble pendant un temps, et puis ensuite, ils cherchaient d'autres
inspiration et donc ils sont allés ailleurs. Et comment est-ce que tu as utilisé ton socle culturel pour choisir tes partenaires, notamment financiers, à la fois dans la première période de l'histoire avec tes investisseurs du début et ensuite quand il y a eu une opération d'entrée d'investisseurs au capital? Tu te souviens de cette opération? Ça a été effectivement clé. C'est-à-dire qu'on a travaillé ensemble, on a identifié pas mal de partenaires potentiels. Et même si je ne te le disais pas tout le temps, mais ceux dont je voyais qu'ils n'allaient pas respecter, qu'ils n'étaient pas touchés par ces valeurs, moi dans ma tête je les mettais de côté. Il ne faut jamais écarter complètement parce que c'est toi-même qui m'as ouvert les yeux sur une typologie de partenaires que je ne voulais même pas rencontrer. Et c'est chez eux qu'on a trouvé un super partenaire. Donc je ne les écartais pas complètement, mais je donnais des bonus à ceux dont je savais qu'ils sauraient respecter ce qu'on a monté ensemble pendant des années avec mes collègues. Et voilà, et c'est effectivement en plus ce qui se passe avec le recul. Donc effectivement, tu le vois dans les échanges, tu vois leur inspiration aussi et leur intérêt pour ce genre de sujet. Oui, et pour ton projet. Ouais. Ma seule crainte, parce que j'étais un nouveau dans tout ça, c'est que ce soit un faux discours. Et donc, dans toutes les réunions, dans toutes les rencontres, je cherchais à savoir à quel point c'était vrai dans leur discours ou si c'était un plan drague, entre guillemets, pour pouvoir entrer au capital de GAC. J'aime bien l'idée du plan drague. Mais, et donc, avec le recul du temps, est-ce que tu valides le fait qu'il justement il y avait une vraie authenticité de leur part? Et auquel cas, comment est-ce que tu as pu checker petit à petit que c'était bien congruent entre ce qu'ils avaient dit au départ et ce que tu vis dans cette période d'accompagnement? Alors pas évident, parce que c'est un peu comme un recrutement, c'est un peu comme... le parallèle avec les fiançailles et le mariage est un peu limite de ce point de vue-là, mais évidemment on a donc fait plusieurs réunions, et notamment je me souviens de 3 réunions assez pushy, d'un déjeuner complètement décalé, et donc tu peux évidemment aller vérifier, contre-vérifier que ce qu'ils disent, c'est pas juste le temps effectivement de la séduction et de sceller ensuite le deal. Bon, donc force est de constater que j'ai eu de la chance. Je suis effectivement tombé sur des gens qui ont ça au fond d'eux. Je pense que ça se détecte. Je pense que c'est pas impossible de détecter ce genre de choses. En revanche, effectivement, on n'a pas les mêmes, tu le sais bien, on n'a pas les mêmes échelles de temps, on n'a pas les mêmes aspirations, etc. Et donc là, je suis très heureux d'être tombé sur sur 2 partenaires qui respectent ce que je veux monter sur le temps. Sans oublier, sans se renier, ils sont investisseurs financiers, ils ont des cycles, et moi je sais également leur cycle. Donc si tu veux, c'était aussi un truc très important, c'était qu'on se clarifie nos objectifs. Il n'y ait pas une des 2 parties qui mettent les œillères, et qui se disent non, je m'en fous, c'est pas du financier, je vais les mettre ou pas, etc. Tu vois, ça venait autant de moi que d'eux. Et je crois que l'équilibre, il a été trouvé par les 2. Un travail d'alignement, à la fois sur les horizons, les attendus, et puis la manière dont vous coopérez dans... Et peut-être vraiment un travail de clarification, tu vois, de ne rien cacher. Mais je te parlais d'authenticité tout à l'heure. Je pense qu'ils sont assez authentiques, je pense que je le suis avec eux. Et encore une fois, tu vois, c'est encore une relation dans laquelle l'authenticité est clé. Ok. Et justement, par rapport à cette dimension de l'authenticité, tu disais il ne fallait pas qu'il y ait un peu de la séduction. Par rapport à ces dimensions d'impact et de durabilité, toi, je sais que tu es très sensible à la dimension du S, de RSE. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Et comment est-ce que tu investis à la fois du temps et des moyens pour développer cette dimension dans l'entreprise? En fait, le S social, chez nous, il est depuis toujours. Parce que c'est ancré en moi, j'étais à la base... Mon directeur technique qui nous a rejoint aussi à la création de l'entreprise a les mêmes valeurs. Et ensuite, ceux qui nous ont rejoints ont vu ça chez nous, l'ont appliqué à leur tour avec leurs collaborateurs, etc. Donc, si tu veux, ce que je pense souvent, c'est que chez GAC, le S, on en fait depuis toujours et ce n'est pas nouveau. Le E est quelque chose de plus nouveau, de plus conjoncturel et qui fait vraiment du bien au monde et à la société. Il fallait qu'on bouge tous et donc il fallait ces catalyseurs. Donc à notre tour, on prend notre part et on fait ce qu'on peut en E. Mais le S, pour répondre à ta question, il a finalement été là depuis le départ, depuis 15 ans et on a toujours fait des choses pour la diversité, pour le handicap, pour... être bien, je t'ai dit, une de nos valeurs, c'est la bienveillance. C'est pas le mot galvaudé qu'on entend de plus en plus, on l'avait depuis le départ dans nos valeurs. Oui, et le bien-être des gens dans l'entreprise. Des gens. Moi, en fait, puis si je te l'ai dit, mais plusieurs fois, ça m'est apparu clairement, je suis heureux en tant qu'entrepreneur en développant des jobs de personnes qui sont heureuses elles-mêmes. C'est ça qui me rend heureux.
C'est pas de faire un logiciel, c'est pas tant d'aider les clients à gérer leur flotte, on y viendra tout à l'heure, leur flotte de véhicules, mais c'est beaucoup plus d'avoir des collaborateurs qui ont la banane, qui restent chez nous, qui ne démissionnent pas, qui disent on a beaucoup de cooptation, on a beaucoup de collaborateurs qui nous rejoignent sous l'impulsion d'autres collaborateurs. Et donc, je reviens à mon idée, en fait, on a toujours fait du S et on l'a toujours fait naturellement. Alors là, en fait, tu essayes de plus en plus de mettre ça dans des indicateurs, hein, la tendance du moment veut qu'on ait des indicateurs à droite, à gauche, etc. Donc, j'étais farouchement opposé aux indicateurs au début, surtout sur ce sujet-là qui est un sujet tellement cœur. Mais voilà, l'indicateur, il a une vertu, nous aider à progresser, nous aider à aller au-delà. Oui, et puis donner une direction. Ouais, et de te donner, de partager une direction. Parce que ce que moi j'ai dans ma tête, ce que j'ai dans la tête du codir avec qui j'ai changé énormément, avant que ça descende au 135, si tu ne l'as pas mis dans un indicateur, ça peut être plus compliqué. Donc voilà, pour répondre à ta question, le S a toujours été là et on ne fait que l'entretenir. Il y a des trucs comme des indicateurs qui viennent, il y a des gens qui sont fans et nos 2 investisseurs m'ont fait participer à des journées où eux, ils ont réuni les sociétés dans lesquelles ils étaient investis pour témoigner, pour partager, pour donner quelques clés, même si on n'a pas toutes les bonnes clés chez GAC. Et alors, comment tu fais pour gérer le E, sachant que tu es dans un métier qui fait de la gestion de flotte automobile, donc on sait que l'automobile, c'est un des gros consommateurs, ou en tout cas plutôt producteur de carbone. Ouais. Et donc, comment est-ce que tu arrives à gérer ça? Je sais que tu as développé notamment toute une partie de gestion de flotte électrique et puis aussi de mobilité douce, maintenant chez GAC. Mais comment concrètement tu t'empares de cette thématique qui n'est pas simple finalement? Non, pas simple. En fait, il y a 2 choses. Si tu veux, on a accompagné par des cabinets, effectivement. Moi, j'ai pris conscience et j'ai compris ce qui se cachait sous le scope 1 et 2, qui sont nos actions directes. Ouais. Donc, en tant qu'entreprise du tertiaire, avec surtout des locaux, des ordinateurs, tu vois, on ne produit pas, on ne transforme pas la matière. On a un impact qui est relativement faible sur le scope 1 et 2 de GAC. Ouais. Malgré tout, triangle de l'inaction, si tu as fait la fresque du climat, si j'attends que les autres bougent, ça ne donnera rien. Donc, on fait quand même notre job, on fait gaffe, on a une politique d'achat locale, on essaye de faire durer les ordinateurs tout ce qu'on peut. Bien sûr, on recycle du papier. Enfin, voilà. On fait ce qu'on peut sur nos bâtiments, on fait ce qu'on peut. On voyage quasiment que en train. On a un bilan carbone de déplacement qui est quasi nul. Donc ça, c'est assez remarquable. Et voilà, donc on fait quand même ce qu'on peut en scope 1 et 2 au niveau de GAC. Et après, là où on a le plus de levier, ça va être sur le scope 3 et en particulier sur l'incidence qu'on a chez nos clients. En fait, on touche pas loin d'1 million de conducteurs. Donc c'est quand même énorme. Il y a 50 millions de voitures en France et nous, on touche pas loin d'1 million de conducteurs. Donc en fait, on a une capacité à envoyer des messages, à inciter, à faire des petits jeux ou à faire des petits indicateurs pour dire, là, clairement, mon petit bonhomme, certes, tu as une voiture diesel, mais regarde, tu fais que des trajets de ville à ville. 2 fois par an, tu te fais un trajet de 1000 km. Tu pourrais soit te prendre un hybride, soit te prendre un électrique pour tout au long de l'année, et puis te louer un véhicule thermique pour mettre ta famille, rassurer ta famille. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on voit bien qu'on a un levier d'action pour aider nos clients à éduquer leurs conducteurs. Et puis on a un logiciel aussi de gestion de bâtiments et là on accompagne de plus en plus nos clients puisqu'il y a le décret tertiaire qui est une imposition légale où tu dois déclarer tous les ans les émissions de ton bâtiment et c'est la croix et la bannière si tu n'es pas informaticien, si tu n'es pas équipé et notre logiciel accompagne les boîtes aussi là-dessus. Donc on veut leur faciliter la tâche, je t'ai dit qu'on voulait accompagner nos clients. Donc voilà, on a, si tu veux, en scope 1-2, on agit. Même si notre référentiel et notre base et notre gain potentiel est faible, on agit quand même. Et c'est surtout sur le scope 3 où là on a un levier et on a un levier au travers de nos clients eux-mêmes. Et comment justement tu perçois la réceptivité de tes clients à cette dimension où finalement tu leur donnes des idées à mettre en place pour se transformer? En fait, ce que je le perçois aussi chez GAC et je pense que c'est dans toutes les entreprises du monde. Tu vas avoir vraiment des porteurs, tu vas avoir vraiment des gens qui sont convaincus. Je ne te parle pas des ayatollahs, des Greta Thunberg, etc. qui eux, on en avait besoin. C'est très bien. Mais ceux qui osent prophétiser, comme tu dis, ceux qui osent prendre le job de Sustainability Chief ou tu vois, ceux qui n'ont pas peur de parler de ça. Encore une fois, je distingue ces gens-là qui sont ce que j'appelle des gens normaux.
Oui. Et les activistes. Et les activistes. Ouais, bien sûr. Et donc les activistes, je crois que le temps est passé, ok. Et encore une fois, il fallait qu'ils soient là pour nous déclencher quelque chose, pour nous permettre de se mettre en mouvement. Donc je les remercie, je les blâme pas. Et puis tu as effectivement donc tous les gens normaux là qui effectivement font le job, qui rassemblent, qui se posent des questions. On a lancé un challenge d'éco-conduite inter-entreprise. Tu vois, c'est une petite compète inter-entreprise, c'est rigolo. Ça, dès que tu es en compète, les entreprises se bougent. Et puis enfin, tu as tous ceux qui c'est pas leur quotidien. Et ben c'est pas grave. De plus en plus, les 2 dernières parties que je t'ai citées collaborent de mieux en mieux. Et donc ceux dont c'est pas le but, et ben ils continuent à faire ce qu'ils ont envie de faire et de la façon dont ils ont envie de faire, sans dénigrer, sans considérer que ce sont des activistes ou que ce sont des extrémistes. Donc il y a une sensibilisation. Ouais, moi j'ai vu la diffusion, j'ai vu l'évolution, et tant mieux, parce qu'on arrive sur un monde un petit peu équilibré, qui est là, les meilleurs des mondes. Moi, c'est là où je préfère. Donc on n'est peut-être pas loin du point de bascule. Et est-ce que tu vois une plus forte considération de ces sujets suite aux directives de type CSRD dans les entreprises qui sont, avec lesquelles tu travailles, qui sont surtout des grands groupes, hein, ou est-ce que tu dirais que c'est plus un mouvement général social qui fait qu'on s'empare de ces thématiques? Ouais, j'aurais tendance à dire, il y a les deux, tu sais, avec ce fameux phénomène générationnel. Moi, je vois mes enfants, effectivement, ont été éduqués très tôt à l'école. J'étais scotché. Donc, eux, ils arrivent en entreprise et donc, eux, c'est obligatoire, tu vois. Donc, nous, les nouveaux collaborateurs qu'on accueille, bilan carbone, ils connaissent par cœur et puis ils disent, pourquoi on n'a pas déjà affiché un bilan carbone de nos clients sur nos logiciels. Donc, tu as l'effet générationnel et puis tu as l'effet un petit peu légal, la CSRD qui arrive, effectivement, avec les obligations, 2025 pour les plus grosses, 2026 pour moi. Donc ça, c'est demain et c'est très bien. Quand la première fois on m'a présenté ces trucs d'obligations, je me suis dit merde, encore des gens qui vont nous faire chier avec des normes et des trucs et des machins. Et puis en fait, quand tu prends du recul, toutes les déclarations comptables, etc., sont intervenues bien avant que je sois né et elles sont là et pour le bien des entreprises, pour éviter des conneries. Et donc la CSRD, c'est exactement, à mon sens, c'est exactement la même chose. On arrive avec les petits indicateurs sur les systèmes, etc. C'est top, c'est génial. Et tant mieux qu'on nous l'impose parce qu'on en avait besoin. Donc, tu vois, pour moi, c'est pas un truc à deux lames, mais enfin, voilà, il y a les deux porteurs. Il y a les deux qui se, finalement, combinent la nouvelle génération et okay. puis les impositions légales. Ouais. Et si on revient un tout petit peu à toi et tes talents singuliers, comment est-ce que tu définirais justement ta zone de génie? Je sais qu'on a évoqué le sujet ensemble, mais qu'est-ce que tu apportes de particulier à ton entreprise aujourd'hui et là où tu te sens à la fois le meilleur et avec le plus d'impact? Ouais, tu sais à quel point j'ai du mal à répondre à cette question. D'ailleurs, tu n'avais pas réussi à me faire travailler dessus. Honnêtement, je pense que ce que j'aime faire, c'est apporter de l'équilibre dans les relations, trouver des solutions à des problèmes et puis mettre les gens en confiance. Ma femme dit souvent qu'effectivement, avec moi, il n'y a jamais de problème, tu vois. Je crois que ça l'illustre assez bien. Et voilà, et c'est pas un petit caillou qui va nous arrêter, c'est pas une grosse montagne qui va nous arrêter même. En fait, souvent, on la surpasse, la montagne. Les sportifs de haut niveau savent très bien, toi qui grimpes des montagnes, tu le sais très bien. Il y a des trucs qui semblent impossibles. Je me souviens de ma première rando dans des Alpes, on me montre un col qui était à l'autre bout de la vallée, je dis mais jamais de la vie, avec nos petites jambes, on va pouvoir le traverser. Le soir même, on dormait de l'autre côté. Donc ouais, c'est ça, tu vois, peut-être ce que j'apporte, c'est ça, c'est de l'inquiétude par rapport à un défi qui est face à nous. Et comment tu arrives à te ressourcer en tant qu'entrepreneur? Je pense dans la famille et dans les autres. Je pense que c'est les autres qui m'apportent beaucoup. Et je pense que j'ai... au début de mon aventure entrepreneuriale, tu te noies dans plein de choses. Tu bosses comme un damné, etc. Et j'ai vu que quand je prenais le temps d'écouter les gens, de me poser avec eux, je me souviens de ma première... accompagnatrice RH. Les premières fois, je l'ai reçue et j'avais l'écran qui était allumé et puis je voyais les emails qui popaient. Et puis la deuxième fois, je me suis dit, mais c'est pas possible, respecte-la déjà. Et puis reste concentré, sinon ça sert à rien de la recevoir. Et donc je me souviens la deuxième fois où elle est arrivée, j'ai éteint mon écran et j'ai passé une super séance. Et là, je me suis dit, effectivement, quand tu ouvres ton bureau et ton cœur ou ton agenda à quelqu'un, ouvre-le pleinement, quoi, tu vois. Alors, c'est pas vraiment du ressourcement, mais en tout cas, c'est un conseil que je pourrais donner à quelques-uns. De jouer le jeu à fond. Ressourcement, j'adore le sport et je sais qu'en faisant du sport, en fait, en faisant du sport, quand tu es sur un vélo, dans tes baskets ou dans une piscine pour ce qui me concerne, tu es obligé de te couper de tes dossiers, de ton ordi, de tes écrans
Et c'est pas pour autant que je me coupe de mes sujets. Et en fait, je les fais avancer à une vitesse incroyable. Enfin, pas une vitesse incroyable, mais comme tu n'as pas toutes ces distractions des emails qui popent à droite à gauche et tes messages, tu arrives à retrouver du cerveau disponible. Ouais, et tu sors d'une séance de natation, tu as débloqué 2-3 trucs. Quoi. Moi, je suis comme toi, j'adore aller nager pour ça aussi. Il y a une forme de décantation des problèmes et tu trouves la solution après avoir enchaîné des longueurs. Je pense. Ouais. Et tu disais, finalement, privilégier la qualité du lien. C'est un peu ça que tu décris comme étant une de tes forces, notamment dans la gestion de l'entreprise. Et donc, se déconnecter des outils, être présent, nous, c'est quelque chose qui est absolument essentiel dans l'exercice de notre métier. C'est se dire qu'on peut faire de la finance, mais l'essentiel, c'est le lien qu'on va créer et aussi essayer de faire des mariages réussis. J'aimerais bien que tu puisses témoigner de cette idée pour toi, de qu'est-ce que ça veut dire transmettre dans l'entreprise, transmettre un témoin, sachant que tu es, toi, dans la posture de dirigeant qui a décidé de céder la majorité de son capital à un moment donné pour passer justement une étape de croissance. Et donc, comment est-ce que tu as vécu cette étape de transmission? Comment tu es dedans aussi aujourd'hui? Et quelles sont les clés que tu pourrais partager aujourd'hui? Alors, pour l'avoir aussi partagé avec toi, tu le sais, je me suis surpris à amorcer une boîte, je me suis surpris à la développer, je me suis surpris à la piloter alors qu'on était encore plus d'une centaine. J'ai toujours pensé qu'un ingénieur mécanicien de formation était absolument incapable et pas équipé de faire ce genre de choses. Donc j'ai été surpris. Au fur et à mesure que j'avançais dans ce rôle d'entrepreneur, très tôt, j'avais un truc en tête, c'était de ne pas foirer ma sortie. Pas ma sortie, mais c'était de ne pas emmener ma boîte trop loin, étiquetée par mon nom et par mon profil et par ma personnalité. Exactement. Et donc, on en a parlé très tôt quand on s'est croisés. J'étais inquiet de ne pas réussir cette transmission. Et je dis souvent, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui saura transmettre, qui saura ne pas s'accrocher à son truc trop tard, trop loin, former un plafond de verre pour son entreprise. En tout cas, pour moi, c'est très important de réussir à transmettre. C'est tout aussi important que d'amorcer, tout aussi important de recruter les bonnes personnes. Il est capital pour moi de ne pas aller trop loin dans l'incarnation de la société. Alors j'y pense souvent quand je discute avec des copains qui sont des entrepreneurs familiaux et multigénérationnels. Parce que eux, c'est pas la même chose. Pour moi, parce que l'entreprise porte leur nom souvent. Exactement. Ils doivent bien sûr la transmettre à quelqu'un qui va lui-même tenir compte des générations et peut-être des centenaires qui viennent de passer, d'un savoir-faire, etc. Je disais un truc sur des gens qui manipulaient le caramel. C'est sûr que, si tu veux, il y avait de l'histoire dans tout ça. Moi, c'était pas mon cas. J'ai créé une boîte ex nihilo dans l'informatique. Et donc, je voulais absolument que... Je t'ai dit tout à l'heure que j'adore et je suis amoureux de mes collaborateurs. Je ne voulais pas les mettre dans une situation délicate. Et donc, trop force dépendance à ton endroit. Exactement. Et donc, c'est ça qu'on a contré. Je dis on parce que je pense que tu m'as bien accompagné là-dedans. Et voilà, c'était vraiment la dernière quête. C'est pas que je peux aller mourir maintenant, c'est pas ça. Mais je considère que j'ai coché un petit peu toutes les cases de l'entrepreneuriat en faisant en sorte de ne plus être l'actionnaire majoritaire. Et il faudrait que je sorte complètement de la boîte pour arriver au bout de mon truc. Encore une fois, c'est pas le but. Le but, il n'est pas que Mathieu sorte, il est que tous les collaborateurs de la boîte soient bien sans Mathieu. Du lundi au vendredi, à leur côté. C'est surtout ça, ma quête. Oui, c'est faire grandir l'entreprise. Et donc, pour ce faire, si tu veux, j'ai recruté un DG qui est absolument génial, une deuxième DG sur une autre filiale. On a mis en place un directeur commercial. Mon CTO s'est imposé de façon naturelle. J'ai délégué au fur et à mesure tout ce que je faisais au début, un peu trop. J'ai délégué à des personnes de confiance. Aujourd'hui, ils font le job super bien. Et puis, on a donc des partenaires qui... Voilà, tout l'écosystème est là. Je suis encore avec eux, mais s'il m'arrivait quelque chose demain, je sais que la boîte continuerait et que les collaborateurs, il y en a qui ne savent même pas comment je m'appelle. Ça, j'y crois pas. Non, peut-être pas. Et je me souviens, la première fois qu'on s'était rencontrés à la gare Montparnasse, on avait pris un café rapidement et on s'était retrouvés sur un mot qui était le kairos. Est-ce que tu dirais que justement, au moment de cette transmission, tu as atteint ce moment-là un peu stratégique de complétude ou Complètement. Merci de me le rappeler. Parce qu'effectivement, tu sais, c'est une idée, je saoule pas mal de gens avec cette idée-là. Les Grecs ont 3 mots pour parler du temps. Ils ont, j'oublie toujours le troisième, mais le chronos, qui est le temps 24 heures, qui se décompose en 60 minutes, 60 secondes, etc. Et puis il faut en mettre un maximum, et avec nos téléphones, on arrive à faire des emails dans le métro, etc. Donc ça, c'est le chronos. On en a besoin, mais c'est pas le temps à valeur ajoutée. Et puis ensuite, tu as le kairos, effectivement, leur mot pour dire le temps quali.
le temps où tu te poses avec quelqu'un, le temps où effectivement tu crées quelque chose, tu crées de la valeur. Et puis le troisième est un temps spirituel dont j'ai oublié la façon dont les Grecs le disent. Et effectivement, ouais, Kairos, ouais, je crois que depuis quelques années, je suis vraiment dans ce temps qualitatif avec mes collaborateurs, avec mon codir. Ce temps plus choisi finalement. Ouais, bon, il faut pas se leurrer, les journées te rappellent et puis le monde te rappelle et voilà, t'emmène dans une bagnole et dans un train et dans un truc et dans un machin. Donc il te sort un peu du Kairos. Le Kairos ne serait plus du Kairos si on le vivait toutes les heures de la journée. Mais j'en ai beaucoup, j'ai beaucoup de chance. Ouais. Après, génial. Je crois qu'on le génère, on le cultive, le Kairos. Non, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est animé, qui vraiment t'anime. J'ai envie de te poser une question sur maintenant, est-ce que tu as un exemple ou en tout cas une expérience d'échec qui t'a vraiment structuré et qui t'a fait passer un cap? Alors, ouais, on m'a déjà posé cette question-là. Et en fait, j'ai qu'un souvenir qui me revient à l'esprit. Je me souviens être sur le train de la gare de Lyon pour rentrer après un rendez-vous parisien. Et donc, écoute, je me souviens plus à quel âge j'ai entrepris, aux alentours de 40 ans, donc ça devait être 4-5 ans plus tard. Et d'avoir mon fameux associé de la première heure au téléphone et de lui raconter ce rendez-vous qui s'était mal passé. Et d'avoir une larme qui me vienne à l'œil. Et donc effectivement, ouais, c'était un moment difficile, quoi. Tu vois, tu galères. Hein. Aujourd'hui, les gens qui me connaissent et qui prennent des infos sur ma boîte me disent « Ouais, c'est génial, tout se passe super bien, c'est top, cartonné. » En fait, voilà, on oublie tous ces moments difficiles. Donc, je me souviendrai toute ma vie de ce passage-là. Voilà, tu as beau être un grand garçon de 45 ans, tu peux verser une larme, tu peux être dans le dur et dans une difficulté. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui ne passent pas par ces moments-là. Voilà, et effectivement, mon associé a dû le sentir au téléphone, j'en sais rien. Et puis voilà, puis un peu dans la même lignée, je pense qu'il ne faut pas non plus se voiler la face. Des boîtes qui vont bien ne vont pas que bien. On tente des trucs. Je me souviens en 2021 avoir tenté la création d'une entreprise dédiée sur l'IA. On était un tout petit peu trop tôt, tu vois, par rapport au calendrier. On s'est loupé. Il a été vertueux au bout d'1 an et demi d'investissement avec des centaines de milliers d'euros. Je me souviens avoir fait la somme. Plusieurs centaines de milliers d'euros investis là-dedans. Bon, bah, on a décidé de replier le projet. Donc ces projets-là, ils sont fondateurs. Le projet, je t'ai dit, on a créé avec mon frère en 2000 une société. Elle n'a jamais cru, elle n'a jamais explosé. Mais je suis sûr, à y repenser après coup, je suis sûr qu'elle m'a apporté des leçons, qu'elle m'a fait grandir pour ensuite, en 2007, créer une boîte qui, elle, était mieux alignée en planète, etc. Mais dès 2000, je pense que j'ai préparé mon futur de 2007. Et qu'est-ce que ça a créé comme qualité spécifique en toi, d'avoir surmonté cet échec, notamment ce que tu décrivais sur d'accueillir aussi l'émotion d'une frustration, d'une insatisfaction client, d'arrêter un business que tu avais lancé, ce qui n'est pas forcément facile, hein, parce qu'on peut s'accrocher aussi à nos idées. Ouais, alors le mot qui me vient à l'esprit, c'est la persévérance. Hein. On a plein de mots en français, mais c'est cette histoire de... On en parlait tout à l'heure je lance l'international et il ne s'agit pas de lâcher au premier obstacle. Ou il s'agit des fois d'être raisonnable. Toi qui m'as suivi, tu sais qu'on a lancé l'Italie il y a 6-7 ans. Pendant 3 ans, on a tenu ce truc à bout de bras. Ça n'a pas marché. On a décidé de suspendre. Et là, on va revenir en Italie. Et donc, en fait, cette fameuse persévérance te permet de franchir les obstacles. Encore une fois, il ne faut pas confondre persévérance et puis abnégation, tu vois, et foncer dans le mur. Et puis, si, je vais y arriver. Il y a des entrepreneurs qui sont persuadés que leur produit va prendre et non, à la fin, il ne prend pas. Donc, de temps en temps, il faut avoir un petit peu de réalisme. Mais ce n'est pas ce qui peut peut-être faire la différence entre un entrepreneur et un autre, c'est de ne pas lâcher au premier petit obstacle. Je pense que c'est une des clés. Et est-ce qu'il y a des personnalités qui t'inspirent dans la société civile ou dans, je sais pas, dans le domaine spirituel ou entrepreneurial, qui t'aident à... Enfin, encore une fois, qui t'aident en tant que dirigeant à certaines étapes clés de ta vie? Ouais, on m'avait déjà posé cette question, j'avais trouvé l'exercice super intéressant. Et en fait, je me souviens plus ce que j'avais répondu, fais chier, ça m'aurait facilité la tâche. Pardon. Non, mais en fait, si tu veux, j'aime bien les gens qui sont équilibrés, les gens qui vont chercher l'équilibre. Et j'aime bien les gens qui vont pas nécessairement se mettre sous la lumière. Donc, si tu veux, ça ne fait pas des gens... tu vois, une mère Teresa, je pourrais typiquement la citer. Parce qu'elle ne se met pas sous la lumière et elle a, tout au long de sa vie, sans chercher quoi que ce soit, elle a aidé les autres et d'une façon absolument géniale. Donc, c'est ces personnes-là qui m'inspirent.
Ok. C'est pas des Trump, j'aurais pas dû citer ce nom-là, mais tu vois, c'est pas des gens qui vont... Qui sont dans la lumière Ouais, et même, en faire beaucoup. tu as des gens qui font des trucs incroyables et qui font bouger voilà, des pays entiers. Mais les gens qui font bouger les choses sans nécessairement tirer la couverture à eux, j'adore. Donc voilà, c'est plus ces gens-là que j'irai chercher. Ce que je retrouve bien chez toi quand tu le cites. Peut-être avant de terminer, pour toi, quels sont les 3 facteurs clés de succès d'une opération M&A, enfin capitalistique, réussie, avec cette dimension justement de l'attention au bien commun et à la durabilité? Qu'est-ce que tu dirais Alors, de ton expérience? 3, je sais pas, mais pour avoir pas mal papoté avec toi, pas mal échangé avec toi, et puis avec d'autres entrepreneurs, notamment un qui me vient à l'esprit. Ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes quêtes. Ouais. Voilà, qui sont au bout d'une aventure, ils veulent, voilà, ils cherchent, j'ai parlé de quête, ils cherchent quelque chose qui va être différent du fameux petit-fils du créateur qui va le passer à son fils et qui cherche qu'une chose, c'est à ce que ça reste dans la boîte. 2 bons copains à Lille qui ont repris la boîte du père et qui vont voilà, tout faire pour que ça reste dans la famille, etc. Donc chacun va avoir une quête différente. Donc être clair sur ça, être clair sur sa quête. Absolument. Au départ. Absolument. Je pense que clarifier sa quête, c'est vraiment clé parce que tu peux te faire des fausses quêtes, des fausses recherches et du coup, tu vas travailler avec un cabinet et il va entendre ce que tu veux lui dire. Ouais. Donc c'est en fait faire parler les non-dits aussi. Ouais, okay. Je pense que tu m'avais vraiment très bien fait naître à ce truc-là. D'autant plus que, oui, si tu te souviens, je suis dans cette fameuse gare à Montparnasse et c'est autour de ce petit café. Je t'avais probablement donné une quête qui n'était pas celle que je voulais. Et tu as assez bien lu aussi dans ma personnalité, tu m'as assez bien fait naître à une autre quête, qui était celle que je voulais, à savoir continuer, finalement continuer. Et en clair, moi j'étais là à te dire, moi je veux partir, voilà, je veux mettre ma famille à l'abri en faisant une opération financière et puis après je verrai, je ferai autre chose. Et en fait, non, j'avais encore envie de m'éclater sur ce projet. Et c'était il y a longtemps, et donc du coup, je me suis bien éclaté. Donc, clarifier la quête, ouais, ça me paraissait vraiment important. Je pense que c'est pas la peine, justement, souvent, dans des opérations capitalistiques, il y a des sous. Et c'est peut-être un peu facile pour moi de dire ça, mais je sais pas s'il faut aller chercher trop loin. Le max de valeur. Ben ouais. En fait, peu importe, si tu veux, c'est que de la relativité, pareil, on en a parlé 100 fois. De toute façon, tu seras moins riche que quelqu'un après ton opération, tu seras plus riche que quelqu'un d'autre, et le but du jeu, il est de trouver l'équilibre. Voilà, moi j'avais cette problématique de mettre ma famille à l'abri, c'est le cas. J'aurais pu aller chercher plus, on aurait certainement pu aller chercher plus. Voilà. Tu as fait un choix qui paraissait raisonnable. Et encore une fois, quand moi je le vois avec beaucoup de gens qui lèvent de l'argent, qui font des opérations, ils en veulent toujours plus. C'est un truc qui me choque négativement de beaucoup de mes comparses. Voilà, j'ai un très bon ami qui m'avait dit ça, je suis très à l'aise avec la somme que j'ai sortie de mon entreprise. Donc ça veut dire aussi clarifier son rapport à l'argent en tant qu'entrepreneur à cette valeur projetée sur l'entreprise, parce qu'évidemment, qui est un peu notre valeur nous-mêmes. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue, mais dans ce que je viens de t'exprimer, c'est pas viser la lune, quoi. T'es déjà très bien à voler dans un avion, entre guillemets. Non, c'est pas bien de dire ça. Et puis, je sais pas, un troisième, si tu m'en demandes 3, bien travailler avec les futurs partenaires, essayer de déceler qui sont tes futurs partenaires, parce que ça va devenir tes futurs donc passer le temps de la validation, entre guillemets, des fiançailles. Et vraiment réussir à savoir, parce que, inévitablement, il y a ce plan drague que je disais tout à l'heure qui t'a fait sourire, mais c'est pareil quand tu dragues un client ou un partenaire, un fournisseur avec qui tu vas bosser, il y a toujours ça. Mais je trouve que le monde a besoin de cette fameuse authenticité pour faire tomber les masques et être le plus tôt possible. Moi, c'est ce que j'essaye de faire avec tout le monde. Je tutoie beaucoup de gens, non pas par familiarité, mais pour être le plus rapidement possible dans un niveau de confiance, dans un niveau de libre-échange, d'échange équilibré plutôt que de libre-échange. Donc, ce serait peut-être les 3 points. Super, hyper clair Écoute, et vraiment inspirant. Le mot de la fin, avant que je te pose une dernière question. Pour toi. Donc maintenant que tu es entrepreneur, que tu as transmis, ce serait quoi la prochaine étape d'écriture de ta vie future? En faire profiter d'autres et profiter de les leçons que j'ai tirées. Ce que tu fais déjà avec le Cercle Pépite. Ce que je fais avec le Cercle Pépite, ce que je fais avec 60 000 rebonds, avec Réseau Entreprend, avec des amis que j'accompagne individuellement. L'entrepreneuriat est une aventure absolument magique, mais vraiment magique. J'étais persuadé, je te l'ai dit, je crois 2-3 fois dans cet entretien et des dizaines de fois, que je n'étais pas fait pour ça, que je n'étais pas capable de le faire. Je mets toujours en avant le fait que je sois un ingénieur mécanicien. T'en rêvais et tu l'as fait finalement. En fait, je pense que c'est impossible à personne, mais
c'est pas non plus donné à tout le monde. Il y a des gens, j'ai un très bon ami, il a hésité à sauter, à faire le pas, je le connais par cœur cet ami, c'est pas un entrepreneur, il ne va pas prendre le risque, il est très bien établi dans une organisation établie. Donc voilà, que chacun trouve son chemin, mais en revanche ceux que ça titille, qu'ils y aillent. Ok, c'est génial, en tout cas merci d'avoir répondu à la question et puis d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Et j'ai une dernière question. Quelle est la question que tu voudrais que je pose au prochain interviewé du podcast, qui est un entrepreneur comme toi? Si c'était à refaire, est-ce qu'il referait sa vie? Est-ce qu'il referait son projet? Génial. Merci beaucoup Mathieu. Merci à toi et Élodie. À très bientôt. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast et rendez-vous pour le prochain épisode. Ça marche. À bientôt. À bientôt.